Bienvenue dans Lumidacieusement Connecté, l'émission qui vous invite à vivre une connexion inattendue entre deux personnalités du monde. Elles abordent leur parcours, leurs rêves et participent à mettre en lumière de nouvelles perspectives pour l'égalité. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux aujourd'hui, Sarah et Kiyum. Merci, on est ravis d'être là. Je suis ravie d'être là. Toi aussi, Kiyum? Je suis tout à fait ravie, chère Sarah. Merci, Sabine. Alors, est-ce que vous vous connaissez? Oui, on se connaît. Nous sommes déjà rencontrés. Exactement. À une séance photo pour le L, c'est très chic. Mais c'était assez rapide, passé par le L, c'était un gros truc, c'était une double page dans le L et tout. Donc, il y avait tous les journalistes étaient là. C'était pas vraiment l'occasion idéale pour discuter et tout, malheureusement. Et en plus, c'est un moment où, comme il y a tous les journalistes, comme il y a des humoristes, voilà, tout le monde est là. Tout le monde fait semblant d'être très à l'aise, alors que personne l'est. C'est un peu impressionnant quand même. Donc, tout le monde a fait semblant d'être très à l'aise et comme si c'était normal. Non, en fait, c'était pas normal. C'était une double page dans le L. Je disais justement à Kim Yoon que c'était vraiment, ça avait fait ce magazine le tour du monde parce que je pense que ma mère l'a affiché à Téhéran chez elle, quoi. C'est top. Donc, ravie de vous permettre finalement d'aller plus loin qu'une séance photo, qui est déjà quelque chose d'exceptionnel, parce qu'en plus, dans elle, de ce moment toutes les deux, donc c'est juste génial. Vous êtes connectés d'où? Parce que dans Lumidacieusement Connecté, j'ai des connexions qui ne se font pas qu'en Île-de-France. Donc, est-ce que ce coup-ci, vous êtes toutes les deux sur Paris, ou en tout cas dans la région parisienne? Je suis à Paris. Donc, ravie de t'avoir parmi nous, chère Sarah Bouraghi, puisque tu fais partie des personnalités qui ont en plus, pour le coup, marqué une période de ma vie. Et puis, Sarah, moi, en fait, quand j'allumais la télévision le matin, il y avait quelqu'un qui passait, et je crois que c'est toi, en fait, pendant 14 ans, qui animait donc Culture et Région. Mais qui était cette Sarah, finalement, qui arrivait sur ce plateau tous les matins de Télématin très tôt et qu'on découvrait donc 2 fois par semaine. J'étais très fière parce que je suis née en Iran, je suis arrivée à l'âge de 10 ans en France. Je parlais pas un mot de français et c'est vrai que évidemment, j'ai appris le français à l'école, mais j'ai beaucoup aussi appris avec la télévision. Et donc, à la télévision, il y avait ces émissions culturelles le soir. Il y avait plein d'intellectuels qui se parlaient en faisant des oui. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils racontent? Alors, j'entendais vraiment, j'entendais plus des sons, en fait, la musicalité, mais je comprenais pas ce qu'ils disaient. Et j'ai dû retenir quelque part dans ma tête que ça serait bien que tout le monde comprenne, en fait, et que ce soit accessible. Et j'avais toujours envie d'abord maîtriser le français pour pouvoir m'exprimer. Et puis après, une fois que j'avais appris à m'exprimer, partager des histoires. Donc, des histoires vraies, des histoires fictionnées. Et donc, quand effectivement William Lémergie a eu la gentillesse de me prendre dans son équipe pour justement présenter la culture en France, j'étais vraiment ravie parce que ça m'a permis de non seulement visiter tous les musées, les festivals et tous les événements culturels, mais aussi de les partager et de visiter la France. Voilà. D'accord. Donc, c'était un moyen de finalement partager quelque chose qui t'attirait. La chose la plus importante pour moi, c'est d'arriver à simplifier l'information pour qu'elle soit accessible à tous. Voilà. Que ce soit la culture, que ce soit l'économie, que ce soit… En fait, voilà, il y a des jargons, des lexiques qui sont utilisés souvent dans chaque branche et ceux qui sont dedans, ceux qui sont concernés, ont l'impression que tout le monde les comprend parce que eux, ils vivent au quotidien avec ces mots-là. Alors que il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas le monde de la culture, qui ne connaissent pas le monde de l'art contemporain ou qui ne connaissent pas le monde de la finance. Voilà. Et en fait, les gens n'osent pas dire on ne sait pas, on ne comprend pas, de peur de passer pour des idiots parce qu'ils partent du principe que les autres doivent savoir et non eux non. Donc, ils n'osent pas dire qu'ils ne savent pas. Et donc, ça crée une sorte d'ignorance et l'ignorance et le fait de ne pas savoir, de gêne aussi, fait que quand on ne comprend pas, on se braque. On a l'impression que quand on nous dit quelque chose, quand vous entendez quelque chose, que ce soit des politiques, que ce soit des financiers, etc., on a l'impression qu'on se moque de nous, qu'on est en train d'essayer de nous embrouiller. Donc, le fait de simplifier, d'obliger les gens à simplifier l'information et de rendre l'information accessible,
je trouve que c'est compliqué et merveilleux. Merci, et je crois que c'est pour ça que tu es totalement dans la philosophie de ce qu'on fait avec les Luminaceuses, c'est comment on vulgarise au maximum et on met en lumière justement pour permettre à tout le monde d'avoir cet accès à de l'information. Et c'est vrai que le créneau de la place de la femme est aussi important, puisque dans cette vulgarisation, si on a toujours des messages portés par des hommes, à la fin, on a une seule vision aussi du monde et des histoires. Donc, c'est vrai que nous, on te connaît grâce à Télématin, mais en fait, avant Télématin, tu faisais déjà plein de choses. Alors, avant ça, oui, j'ai donné des cours, j'ai fait de la presse écrite, j'ai eu une agence de presse aussi qui s'appelait Pyjamax. Et puis voilà, et puis j'ai commencé la télévision par une émission qui s'appelait Kif, qui était une pastille humoristique sur la chaîne Comédie. Et en fait, Kif, QIF, ça voulait dire question d'intégration en France. Et donc, je me moquais un peu des idées reçues et des clichés autour des Français et des étrangers. En fait, donc, et ça, c'est vrai que ça a super bien marché. C'était un truc tout petit, hein. Là, ça durait 2 minutes. Mais ces 2 minutes-là, ça a explosé et c'était diffusé en boucle 6 à 7 fois par jour, 7 jours sur 7 pendant 2-3 ans, je crois. Alors, c'était magnifique. J'étais très contente. C'était la première fois que je faisais de la télé. Donc, c'était génial. Et puis surtout, le sujet me plaisait. Et en fait, je me rends compte avec l'âge, avec l'expérience et les années qui passent, que tout ce que j'ai fait plein de trucs différents, mais tout ce que j'ai fait a un rapport avec ça, un rapport avec l'exil, un rapport avec simplifier l'information, un rapport avec l'humour et le fait que quand on dit les choses, quand on voit des choses avec humour, bah c'est un peu, on a l'impression de se rembourser un peu sur la vie et les difficultés qu'elle peut présenter de temps en temps. Très belle transition de Sarah pour introduire donc Ki Young Kim, comédienne, chanteuse, autrice, un parcours fou, sachant que tu as quand même démarré en tant qu'avocate au barreau de Paris, si je me trompe, en tant que pénaliste. Alors moi, ma question est comment on passe du barreau, donc de cette robe très sérieuse, à humoriste. Donc, on a eu la chance d'avoir une discussion avec Caroline Vigneault pour les Luminaceuses, mais je pense que c'est pas du tout la même histoire, c'est pas le même cheminement. Donc, raconte-nous comment toi, et puis surtout, tu n'as pas fait, tu ne t'es pas arrêté qu'au One Woman Show. Donc, comment aujourd'hui cette bascule s'est faite et à quel moment ça a été ce déclic en fait pour toi? Eh bien, moi, j'étais effectivement, j'ai grandi dans une famille coréenne, donc les Coréens ont beaucoup d'humour, c'est un peuple qui aime beaucoup rire, donc ça, c'est sûr, j'avais beaucoup de contexte humoristique chez moi, et après, bon, bah, je suis devenue avocate, donc je faisais effectivement du droit pénal, mais je travaillais dans un cabinet de droit des affaires. Et en fait, quand j'ai passé le concours d'éloquence, le concours de la conférence, il fallait faire un discours. J'ai fait un discours avec que des blagues. Et là, les gens ont rigolé. Donc, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et surtout, je me suis rendu compte que j'avais peut-être un petit ticket pour devenir artiste, parce que c'était un peu mon rêve depuis toujours, en fait, de monter sur scène et de faire plutôt de la création artistique. Donc, dès que cette possibilité a été entrevue, j'ai sauté à pieds joints sur cette opportunité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un peu tout ce que je peux faire dans ce domaine-là. C'est-à-dire écrire, jouer, mais aussi chanter, voire même peut-être danser. Voilà. Donc, alors, si mes notes sont pas mauvaises, petite, tu démarres le violon. Ouais. Et donc, au final, tu ne te sens pas du tout, c'est pas du tout ton instrument, tu n'es pas à l'aise avec cet instrument-là. Et c'est un peu comme ça que ton rêve d'artiste, comme si le violon était le seul instrument de musique, s'arrête et tu pars sur des études qui font finalement ce lancement en tant qu'avocate. Oui, bah, en fait, ça s'est présenté comme ça, quoi. Mes parents m'ont fait faire du violon. J'ai un enfant qui pleure, je suis désolée, je vais aller chercher, j'en ai pour 2 secondes, pardon. Hein. Oui, attends. C'est la vraie vie, je crois. Oui, en fait, les Coréens sont un peu, je pense que les Iraniens sont un peu comme ça aussi, mais ils sont très musique classique. Pour eux, c'est très noble de jouer du violon, de jouer du piano ou bien de faire de la musique classique. Mais en fait, les autres formes artistiques ne sont pas véritablement. On dit bonjour? Oui, voilà. Désolée. Bon, voilà, je le garde avec moi comme ça au moins. Alors, voilà, il ne fait plus de bruit.
Voilà, tu vois, maman, elle est en train de parler avec Sarah et Sabine. Oui, et donc en fait, les autres formes artistiques m'ont pas vraiment été proposées à ce moment-là. Et voilà, donc j'ai poursuivi plutôt dans les études. Donc, tu poursuis dans les études. Et donc, le déclic suite à l'éloquence, au concours d'éloquence, tu te lances donc, dans cette nouvelle aventure. Et comment le vivent tes parents? Parce que, comme tu l'as bien dit, culture coréenne, même s'il y avait de l'humour, je ne suis pas sûre qu'ils imaginaient ça comme métier. L'humour? Oui. Ah, ça a été extrêmement mal reçu. C'est-à-dire que ma mère, je pense, a fait une grave dépression, c'est-à-dire qu'elle n'a plus parlé pendant 3 semaines. Hein. Bon, voilà. Et puis finalement, elle s'y est faite. Donc maintenant, ça va un peu mieux, mais franchement, c'est pas. Je pense qu'au fond d'elle, elle reste quand même toujours un petit peu triste que j'ai arrêté. Je pense qu'elle a l'espoir secret que je redevienne avocate, ce qui n'arrivera jamais. Ok. Et donc, tu lances donc deux pièces, quoi, 2 one-woman show. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu as prêt? T'as comme ça où tu avais envie de régler des comptes, je crois, avec tes ex, peut-être. Ah, oui, il y avait une petite chanson dans le premier spectacle, effectivement. Mais je parlais pas que de ça, hein, je parlais de pas mal de choses. Mais oui, 2 spectacles. Le premier, Jaune Bonbon, qui était très autobiographique, et le deuxième qui était peut-être un petit peu plus engagé politique. Mais c'est surtout à cette occasion que je me suis rendu compte que j'adorais chanter en vérité. Je chantais une chanson dans mon premier spectacle et 3 chansons dans le deuxième. Et puis je me suis dit que j'avais vraiment quand même très envie de pousser un peu, d'approfondir ce terrain-là qui m'est finalement assez familier puisque j'ai grandi moi dans la musique. Et donc voilà, je me consacre depuis 3 ans uniquement à ce projet parce que je suis monotache, je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps. Voilà. Je ne peux pas faire de généralité, moi en tout cas, je pense que d'abord les gens qui sont issus d'origines différentes, voilà. Les parents sont d'origines différentes, il y a une culture supplémentaire, on a une pression supplémentaire. Donc d'abord, on n'a pas le droit à l'échec. C'est inenvisageable. Tout métier artistique arrive en 2e ou 3e position. D'abord, tu es avocat, médecin, architecte, et ensuite, on discute du reste. Donc ça, c'est la base, d'accord et ensuite, c'est aussi, quand tu as connu parce que tu viens d'un pays où il y a la guerre, la révolution, machin, etc., en tout cas pour moi, il y a un moment où tu apprends, on apprend que tout ce que tu as aujourd'hui, demain, tu peux le perdre. Tout peut disparaître. Donc, on ne met pas tout son être et son existence dans un métier, dans un savoir-faire. Il faut savoir que demain, ton appart, ta vie, ce que tu as, ton pays peut disparaître. Donc, on apprend à faire autre chose, être capable de faire autre chose, dire au revoir à un métier, en commencer un autre, savoir faire, effectivement, tu peux être avocate, tu peux être musicien, tu peux être humoriste, tu peux être auteur, tu peux faire plein de choses. Alors souvent, quand on fait plein de choses, tu sais, il y a des gens qui disent, mais alors attends, je comprends pas, t'es journaliste, t'es humoriste, t'es auteur, t'es photographe, t'es quoi? Parce que là, tu vois, mais en fait, ce ne sont que des mégaphones, des moyens différents d'expression. C'est simplement pour dire les choses, tu prends des itinéraires bis, mais ça reste que tu as des choses à dire et surtout une furieuse envie de partager des histoires. Tu utilises tous les moyens qui sont accessibles en fait. Et en France, il y a plein de moyens accessibles. J'adore le résumé que tu viens de faire parce que c'est ce qu'on vit aujourd'hui et beaucoup de femmes autour de moi ont cette volonté de faire beaucoup de choses. Et comme en France, on est considéré comme, voilà, il faut avoir une activité. 2, ça commence à faire beaucoup. Oui, sinon, ça veut dire que tu t'éparpilles. Voilà, 3, ça fait beaucoup et tu t'éparpilles, t'es pas stable. Et là, tu renvoies que, et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, et tu l'as bien dit, parce que je n'avais jamais entendu cette version de, finalement, dès le début, moi, je voulais que ça soit intégré, compris, quoi. La question d'intégration, finalement, que le titre même de l'émission que tu avais à l'époque sur Télécomédie, c'est vraiment ce que tu as finalement fait tout le long. Tout le long. Et quand on a passé de l'écran-là, on voit juste quelqu'un qui a fait plein de choses, mais sans se poser, et on ne se pose pas forcément aussi, puisqu'on vit à 100 à l'heure. Ouais, on ne voit pas qu'il y a une résonance, une cohérence, en fait, dans tous tes messages.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se retourner. En fait, on n'a pas le temps. Tu sais, il y a des gens, tu vois, dans des films, dans des trucs, qui disent oui, ou alors dans des témoignages, ils disent oui, je me suis posé à un moment, j'ai regardé. Mais quel moment? Je me demande comment font les gens pour avoir des moments, en fait. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas le temps de me retourner et regarder mon parcours pour dire, enfin, il n'y a que l'âge, il n'y a que le temps qui passe qui peut me dire. Mais moi, je n'ai pas le temps de faire des bilans en disant, OK, cette année, j'ai fait ça, l'année prochaine, je fais ça. Je ne peux même pas. Je n'ai pas ce luxe-là. Donc, il faut juste vivre, il faut courir, il faut dire des choses, il faut partager, il faut secouer des gens, il faut que les gens réalisent à quel point on a un bol de dingue d'être dans un pays où tu es capable de dire que tu trouves que le président est un connard, que tu trouves que tel artiste a bien fait de faire caca au milieu de Saint-Germain. Enfin, je veux dire, tout est possible, tout est envisageable. Nulle part ailleurs, il y a cette culture-là où, à partir du moment où tu respectes les valeurs, les principes, tu peux y aller, tu peux tout dire. Alors, c'est loin d'être parfait, mais si tu compares, tu te calmes immédiatement. Et je trouve que les gens qui sont nés en France ne comparent pas assez parce qu'ils naissent habitués avec des acquis, en fait. Alors que nous, rien n'est acquis, ça, on le sait. Peut-être aussi, c'est un moteur. C'est totalement ça. Et dans cette série de l'immédiatement connecté, on a des femmes de tout horizon. Certaines qui étaient en France, qui ont quitté la France, qui sont revenues, des expats, des découvertes aussi d'autres mondes. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi en partant, et là, toi en arrivant ici, de la chance qu'on a. Et c'est pour ça que c'est des expériences de vie assez importantes de sortir finalement de son écosystème, de son confort pour aller sur autre chose. Et Sarah, donc, dans tout ça, tu te mets aussi à écrire. Et donc, dans l'écriture, est-ce que c'est finalement cette culture à force, est-ce que tu as toujours voulu écrire aussi tes propres livres ou c'est finalement, à force de voir, à force d'animer cette émission pendant 14 ans, de voir ce que faisaient les autres, tu t'es dit, allez, c'est à moi, je peux aussi le faire. Vraiment, je dois dire que je me suis jamais dit ah tiens lui il fait ça, je voudrais faire ça. Peut-être que j'ai eu l'impression de ne jamais avoir eu de temps, en fait, jamais avoir eu le temps de me poser et de regarder. J'en sais rien. Il y a tellement, je pense, il y a un bouillonnement en moi. En fait, je pense que encore une fois, je parle de moi, je peux pas généraliser, mais je pense, tu sais, j'ai vécu un viol, j'ai vécu une guerre, j'ai vécu une révolution. J'ai vécu un exil loin des parents. Je pense qu'il y a un moment où tu n'as pas le temps de te poser des questions de ah, mais alors est-ce que je ferais ça ou tu fais en fait ce temps de réflexion, tu l'as pas. Tu fais des choses parce que c'est en toi, parce que tu as besoin de parler, parce que tu as besoin de partager, tu as besoin de toi-même de rire de ce qui t'arrive et faire rire les autres et puis aller chercher d'autres qui sont tristes à qui il arrive des choses, etc., en les secouant, en disant, attends, essaye de regarder les choses autrement. Si on rit de ce qui nous est arrivé, on est un peu vainqueur sur le sujet, quoi, sur les événements. Donc, moi, j'ai eu envie d'écrire comme j'ai eu envie de parler, en fait. J'ai envie de communiquer. Donc, j'ai fait un petit bouquin d'abord qui était à 2,99 € chez First et qui était vraiment sur les expressions foirées. Donc, c'est vraiment les expressions que ma mère, la famille essayait d'utiliser pour bien parler français et qui se gourrait, quoi. Donc, t'as un mégot surdimensionné, avoir le sens de l'hospitalisation, tu vois. Donc, c'était un petit bouquin de toutes ces expressions-là. Le deuxième bouquin, c'était le bouquin du spectacle, qui est sorti chez Plomb, mais qui s'appelait Je change de fil comme le spectacle. Et là, il y a un troisième livre qui sort chez Plomb en novembre, que je rends là dans 48 heures et qui s'appelle Iran In and Out. C'est en français, en anglais, avec photo et un QR code qui renvoie à une musique. Donc, chaque photo est accompagnée d'une musique. Voilà. Et donc, je parle de l'Iran et des Iraniens, de l'intérieur et de l'extérieur, et
encore une fois, pour communiquer, pour dire aux gens, c'est pas simplement ce qui se passe là-bas, très loin des gens qui sont éloignés de vous. Les gens qui sont là-bas, c'est des gens comme vous, comme moi, avec les mêmes envies, les mêmes libertés, avec la même histoire de la liberté. C'est-à-dire qu'avant la révolution, les Iraniens vraiment vivaient comme en Europe. Les femmes ont eu le droit de voter avant les femmes françaises. Elles étaient habillées en pantalon, en jupe, en ce qu'on veut, je veux dire librement avant la révolution islamique. Et donc, je raconte un peu tout ça en disant attention, le concept même de quand j'entends maintenant les pays, les dirigeants de pays libres dire on va sauver tel pays, tu vois, on va se débarrasser de votre dictateur et on va mettre un régime islamique. Merci, mais non merci, nous on l'a déjà eu et on ne veut plus. On ne veut pas de l'islamisme, on ne veut pas d'une aide, on veut juste que les gouvernements de pays libres arrêtent d'aider le régime islamique. C'est tout, c'est tout. Et c'est beaucoup parce que visiblement, en fait, ils continuent tous à soutenir ce régime. Et c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin, c'est que ça me met hors de moi et je voudrais expliquer un peu aux gens pour qu'ils comprennent le contexte. Comme vous voyez, je suis habitée encore par le sujet, pardon. Parce que c'est un sujet qui touche. Moi, je me rappelle, moi j'avais vu à l'époque Jamais sans ma fille, le film. Et moi, ça m'avait… donc j'ai vu le film, j'ai lu le livre. Et je crois que je vais avoir… J'étais jeune, hein, je ne vais même pas avoir 10 ans, pas plus en tout cas, j'étais un… Et je m'étais dit, mais c'est pas possible que ça soit possible. Tu vois, moi, j'étais outrée, choquée, scandalisée, et voilà. Et ce que j'entends, c'est que Masha a été celle qui a repris, en tout cas, permis de mondialiser, malheureusement par son décès. Oui, alors, il y a eu Persépolis de Marjane Satrapi qui a un peu contrebalancé Jamais sans ma fille, heureusement. Le peuple iranien est pris en otage par des barbares depuis près de 50 ans maintenant. Ça, c'est vrai. Mais quand tu regardes l'histoire de l'Iran, 50 ans, c'est rien. C'est la Perse, c'est le berceau de la civilisation. Évidemment qu'ils vont partir. Ils vont finir par partir. Mais simplement, ce que je reproche aux Européens, aux Américains, etc., c'est d'avoir une vision court-termiste et d'être persuadés que si on fait affaire avec le régime et qu'on les laisse au loin là-bas, nous, on sera tranquilles ici. Ils ne sont pas tranquilles, ils ne connaissent pas de frontières, en fait, eux. Donc, aujourd'hui, ils sont là, demain, ils sont ici. Hein. C'est dans ce sens que, oui, effectivement, il n'y a pas de frontières. Et au final, on montre aussi avec l'avènement de toute la communication, des réseaux sociaux, etc., on montre aussi à d'autres pays que regardez ce que nous, on est capable de faire et ça laisse une porte ouverte à… Exactement. Et le c'est possible, ça peut aussi nous prendre au nez, quel que soit le pays où on vit et où on est. Et tu le dis bien, pas qu'une histoire. Voilà. Donc, comment aujourd'hui on peut, nous, en France, aider l'Iran et les femmes iraniennes? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'effectivement, il y a eu cette vidéo avec toutes ces personnalités qui se coupaient des mèches de cheveux où beaucoup de personnes ont dit mais pourquoi? Ça ne sert à rien. C'est faux, ça a vachement servi puisque ça a été vu par les jeunes en Iran et ils se sont sentis extrêmement soutenus. Donc, ça en fait, ça leur a donné une force incroyable. Ça a l'air de rien ici, mais ça a été incroyable l'effet sur la jeunesse iranienne. Donc, d'abord, il faut savoir, quand on pose la question comment on peut aider, il n'y a pas de petite aide. Voilà, le fait de partager une information, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais voilà, encore une fois, une information chasse l'autre. Si on arrête d'en parler, c'est comme ça qu'on étouffe un tel soulèvement, une telle révolution. Il faut toujours en parler. Vous voyez bien, les médias ont arrêté d'en parler. Ce n'est pas parce que les médias ici ont arrêté d'en parler que la révolution ne continue pas. Et évidemment, maintenant que les gens, les médias du monde entier en parlent moins, ils y vont encore plus fort. Donc là, ils violent plus, ils tuent plus, ils exécutent plus et avec un sentiment d'hyperpuissance, quoi. Donc voilà, il faut toujours en parler, il faut toujours partager l'info, voilà, c'est gentil de liker une information, mais ça ne suffit pas. Il faut partager l'information. Il faut partager dans les stories. Il faut essayer de dire, je ne sais pas moi, si quelqu'un
dans, je sais pas moi, les internautes ont des connexions avec leur maire, leurs représentants politiques, dire voilà, nous, on ne veut pas qu'en notre nom, on aide le régime islamique contre le peuple iranien. C'est simplement ne pas arrêter de le dire parce que les femmes iraniennes, la chose la plus importante, c'est qu'il faut se mettre à la place de ces femmes-là, de ces jeunes-là, parce qu'ils sont comme vous. Il y a, vous savez, dans le journalisme, il y a un truc qu'on appelle la loi de proximité. Plus c'est loin et moins on se sent touché. Donc, on est plus touché par la boulangère qui s'est fait voler un pain au chocolat que un génocide à l'autre bout du monde. Il faut simplement ramener ce problème-là à l'exemple français, à l'exemple de chacun de nous, en imaginant si ça vous arrive, qu'est-ce que vous attendez des autres? Qu'est-ce que vous penseriez d'un autre pays, soi-disant libre, qui viendrait aider les bourreaux? Voilà. Si vous vous mettez ça dans la tête, si tout le monde se met ça dans la tête, je pense qu'on sera beaucoup plus capable d'agir et de bouger les médias et de bouger les politiques pour qu'ils soient un peu face à leurs responsabilités. Donc concrètement, comment aujourd'hui, parce que là, les personnes qui vont nous regarder vont se poser la question, au final, comment aujourd'hui on aide, nous, sans le savoir, parce que nous, on ne le sait pas forcément, le régime? Alors, c'est simple, c'est-à-dire que là, par exemple, le peuple iranien, tous les Iraniens de l'extérieur et de l'intérieur ont demandé à tous les pays démocratiques d'accepter de mettre les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes. Je rappelle que les gardiens de la révolution, c'est une espèce de surarmée, en gros, qui a le pouvoir. Il y a le guide suprême du peuple et ce guide suprême est maintenu par les gardiens de la révolution. Et les gardiens de la révolution, ils ont tout accès à tout. C'est-à-dire le pétrole, c'est eux, le gaz, c'est eux, toutes les richesses, c'est eux. Ils ont tout pillé, tout volé, tout leur appartient. Donc, et ils sont armés jusqu'aux dents. Extrêmement dangereux, extrêmement haineux. C'est eux qui vont tuer, qui vont mitrailler, qui vont violer, le viol punitif dans les prisons des gamines de 14 ans qui ont simplement dit femme, vie, liberté dans la rue. C'est eux. Donc, quand le reste du monde demande, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez juste mettre les gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes et que personne le fait, et que le directeur du Conseil de l'Europe, le président du Conseil de l'Europe dit oui, mais nous, ça c'est de l'ingérence, ça c'est pas à nous de le faire. Ah bon? Il n'y a pas eu ingérence quand il a été question de soutenir l'ayatollah Khomeini? C'est pas de l'ingérence que de ne pas aider ces femmes-là et de continuer à faire semblant de discuter les dossiers du nucléaire, alors que je rappelle quand même que le nucléaire existe, l'arme nucléaire existe depuis 65 ans. 65 ans. Il y a 130 000 bombes nucléaires qui existent, armes nucléaires qui existent, pardon. Et en fait, en 65 ans, il a été utilisé 2 fois par les États-Unis, Hiroshima, Nagasaki. Jamais personne, même la Russie, même personne n'a jamais utilisé la bombe nucléaire. Alors, ça fait 30 ans qu'ils font semblant de discuter le nucléaire avec l'Iran. Il faut arrêter, en fait. Il faut arrêter. On a dit, rappelez vos officiels, fermez vos ambassades, reconnaissez ce régime comme tous les membres du régime comme des terroristes et qu'ils soient traduits devant le tribunal pénal international. Non, ils ne le font pas. Donc, voilà comment le peuple iranien et les Iraniens de l'intérieur et de l'extérieur ont l'impression qu'ils ont été complètement lâchés par des pays qui se vantent d'avoir les valeurs de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, des droits de l'homme. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Féministes, où êtes-vous? Les droits de l'homme, où êtes-vous? On n'entend plus personne. Mais vous savez, ce qui est le plus horrible dans ce que je dis, c'est que c'est vrai. C'est que c'est maintenant, c'est que ça continue à chaque minute. Là, on est en train de se parler, ça continue. C'est ça qui est horrible. C'est pas des chiffres, c'est pas une masse, c'est pas une foule, c'est des familles. Chaque personne, chaque gamine de 14 ans qui est violée, qui est tuée, qui est pendue, qui est exécutée, chaque personne qui meurt comme ça, il y a toute une famille qui est détruite, il y a tout un peuple qui est détruit, il y a toute une idée des droits de l'homme et de la liberté qui est détruite. Je rappelle quand même que la base, le socle des droits de l'homme, c'est né en Perse, en Iran, par Cyrus le Grand.
Et après, ça a été refait, reformulé dans la version qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça vient de la Perse. Un peu de reconnaissance, un peu d'humanité, en fait. On manque d'humanité, on manque de… Voilà, les visions court-termistes d'intérêts financiers, etc., aveuglent tout le monde, aveuglent tout le monde. Les Iraniens, ils ont dit, on ne veut pas de votre aide. La seule chose qu'on vous demande, c'est d'arrêter de les aider, eux. Voilà. Je te remercie pour tout ce que tu es en train de nous dire parce que c'est important. Pardon. Et tout le monde ne pas forcément de cette manière-là par justement la télé qui n'en parle plus. Donc, je te remercie de nous remettre par les mots et par la réalité du terrain ce qu'il faut faire et qu'aucune action n'est petite. En fait, tout est bien à faire. Aucune. Encore une fois, voilà. Partager les informations, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça permet à l'information de ne pas mourir. C'est parfait. Et pour ceux qui vont toujours… moi, je me rends compte aussi que finalement, ce sujet, même en 2016, tu avais lancé une série de documentaires. Tu étais autrice et présentatrice de l'Iran dans le cœur. Donc, je ne sais pas, aujourd'hui, cette série de documentaires est encore disponible. Et de quoi parlait-elle à l'époque? Alors, elle est disponible, je crois, sur YouTube en 4 parties. Je retournais en Iran après 15-16 ans sur les traces de mon enfance où je redécouvrais vraiment l'Iran aujourd'hui, en fait. Et c'est vrai que c'est très curieux. Je pense que l'endroit où on est né, la première bouffée d'oxygène, on peut jamais l'oublier. On ne peut jamais l'oublier. C'est-à-dire que dès qu'on sort de l'aéroport, cette première bouffée d'oxygène à l'extérieur de l'aéroport, on a l'impression de reconnecter, que tout en nous, le puzzle se recompose. Tout est à sa place. C'est hallucinant comme effet. Et je pense que le fait de défendre la liberté d'un pays fait que tu ne peux pas y retourner, fait que tu es en danger, fait qu'on te ferme les portes de ce pays. C'est une amputation. C'est comme les gens qui ont été amputés et qui ont la douleur du membre manquant. Tu vois? Et ils ne peuvent pas expliquer, ils n'ont plus de bras, mais ils continuent à souffrir pendant des années. Bah, quand on nous ferme les portes du pays natal, on a cette douleur-là en permanence. Ça s'en va jamais. Non, je n'étais pas retournée parce que j'avais déjà critiqué Ahmadinejad sur Canal+. Donc, tu vois, à chaque fois que j'y suis pas retournée, c'était une bonne raison. Tu penses qu'à l'époque, les choses étaient encore possibles de changer? On aurait pu éviter la situation d'aujourd'hui? Alors, la situation d'aujourd'hui est une bonne chose. C'est douloureux, c'est terrible, c'est sanglant, c'est violent, mais c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que les Iraniens meurent tous les jours, chaque minute, mais ils sont contents de ce qui est arrivé parce que le message envoyé au régime est clair, c'est qu'on ne veut pas de ce régime-là. Le message envoyé au monde est clair. Il y a une différence fondamentale entre le peuple iranien et son régime. Et que voilà, enfin, je veux dire, ça s'est passé et que grâce, cette fois-ci, je pense que les réseaux sociaux ont joué leur meilleur rôle, c'est-à-dire que grâce aux réseaux sociaux, le monde entier a vu par les citoyens, des Iraniens qui sont devenus des journalistes citoyens, puisque la presse, évidemment, il n'y a que la presse d'État qui est autorisée. Donc, les Iraniens sont tous devenus des journalistes citoyens et ils ont partagé tout ce qu'ils pouvaient partager. Et c'est grâce à ces images-là, à ces sons-là, à ces témoignages-là, que le monde entier a pu voir véritablement ce qui se passait. Ce qui permet aussi, je le rappelle, que cette fois-ci, les dirigeants des pays démocratiques ne pourront pas dire « Ah bon, mais on ne savait pas, mais on croyait que tout le monde voulait le régime et les tchadors et les extrémistes. » Vous voyez bien que non. Donc, il n'y a plus cette excuse de « on ne savait pas ». Alors, moi, je suis absolument époustouflée et sidérée par le courage des Iraniennes, qui sont pour moi vraiment les femmes les plus courageuses que j'ai vues de ma vie, je pense. Donc, voilà, j'en suis là, quoi. Je suis sidérée par cette situation, évidemment, qui est épouvantable. Ici, finalement, j'ai pas l'impression d'être très utile. Mais en tout cas, je regarde, j'observe déjà et je suis époustouflée. C'est vrai qu'elles ont quand même changé la définition du mot courage. Il faut reconnaître que on peut plus utiliser le mot courage à tort et à travers, quoi. Ça a été un peu upgradé.
C'est exactement ça, Sarah, et c'est aussi dans ce cadre-là que nous, on a eu l'occasion de se rencontrer dans la conférence, le colloque du Cercle Interrel, où tu avais fait une intervention justement face à tout un public d'entreprise, et pour dire le courage, on en parle tous les jours, et tu parlais de ton courage de te lever tôt le matin pour télématin, mais c'est pas du courage tout ça. Donc, et aujourd'hui, la possibilité qu'on a en France finalement de porter sa voix de différentes manières, et toi tu le fais avec, comme tu le dis, hein, par le journalisme, l'humour, l'écrit, le documentaire, et ça c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour changer les choses. Peut-être qu'on va te donner la parole, Kiyun, si tu arrives, justement sur toi, ton engagement, et comment tu veux faire aussi changer les choses par ta musique ou par ton humour sur la représentation des diversités, parce que finalement, tu es plein de choses. Hein. Tu dis effectivement né d'origine coréenne, mais tu as été en Allemagne, tu as été en France, tu as fait plusieurs métiers. Donc, on en parlait avec Sarah au démarrage, c'est cette diversité aussi qui fait que tu as une ouverture d'esprit et tu es consciente de l'opportunité que tu as dans la vie de faire plein de choses. Et je crois que tu fais partie de celles qui ne se limitent pas et ne se mettent pas de barrières. Ah oui, c'est sûr. Non, pas trop de barrières. Après, maintenant, j'essaie de participer, en tout cas d'aider, oui. Il y a des gens qui sont engagés au quotidien vraiment dans ce combat féministe très fort, et notamment la Fondation des femmes. Donc, j'essaie de participer à mon humble mesure quand elles me demandent de participer à une campagne de sensibilisation, etc. Puisqu'on on le sait, hein, je veux dire, pour que les choses changent, il faut d'abord que les mentalités bougent, et c'est une chose il y a plusieurs leviers d'action. Et donc, moi, je le fais à mon humble mesure en tant qu'artiste, en relayant beaucoup, si je peux participer. Voilà, j'ai chanté pour le concert qui a été donné à l'occasion de la grande manifestation organisée par nous toutes. Je fais des petites choses comme ça de mon côté. Et après, oui, dans mes spectacles, je parlais beaucoup de ça dans mon deuxième spectacle. La diversité, j'en parlais parce que c'est mon histoire, parce que je le suis, et c'est même pas, c'est comme ça. Donc, j'en parle, j'explique ce que c'est d'être perçu d'une certaine façon, alors que soi-même, on ne se passe pas forcément comme ça. Mais enfin, moi, je me sens coréenne peut-être parce que je suis en France, je ne me sentirais pas aussi coréenne si j'étais en Corée, quoi. Et après, oui, sur le patriarcat, là, je suis assez remontée, parce que je trouve que c'est vraiment ce qui est le plus communément partagé dans le monde, que ce soit en France, en Corée, en fait, complètement partout, tous les pays du monde entier. Donc, ça, oui, ça, c'est un peu mon gros sujet dans mon second spectacle, j'en parlais beaucoup. Notamment, je racontais que, en fait, depuis que je suis petite, ma mère a toujours répété qu'elle aurait aimé avoir un fils, parce que je suis fille unique. Et je ne comprenais pas trop ce truc, j'étais plutôt en colère contre ma mère, jusqu'au jour où j'ai découvert, mais très tard, hein, que, en fait, toutes les femmes en Corée voulaient avoir un fils, pour la très simple et bonne raison que jusqu'à une certaine époque, pas si lointaine, en fait, le fait pour une femme de ne pas avoir de fils, ça donnait le droit au mari d'aller chercher une concubine qui serait, elle, capable, susceptible de donner un fils. Vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Et donc, je me suis rendu compte que même ma mère avait infligé ça, mais parce qu'elle-même venait d'une grande lignée de femmes qui vivaient dans la peur d'être voilà, je ne sais pas comment on dit, mais enfin, reléguées au second plan, parce que, comme si c'était une infériorité que de n'être pas capable de donner un fils, quoi. Enfin, tout ce système est ahurissant, en fait. Et que les mamans savaient aussi qu'en ayant un fils, le fils serait beaucoup mieux traité par la société que leur fille. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah, vous voyez, moi j'ai un fils, hein, comme vous avez pu l'entendre et le constater. Et c'est vrai que je me suis dit, quand je l'ai eu, je me suis dit, ah bah, c'est vrai que ce sera plus facile pour lui que pour une fille. Et je me suis dit, et en même temps, en tant que féministe, ça va être hyper utile, parce que je vais pouvoir donner à l'éducation de ce fils, parce qu'une fille féministe, bon, évidemment, ça me semble plus naturel. Un garçon féministe, je pense que ça fait bouger beaucoup les lignes. Absolument, tu as raison. Tu as raison. Mais tu vois, tu disais, moi, à travers les spectacles, je fais des petites choses. Justement, je trouve qu'il n'y a pas de petites choses. Il faut que vraiment qu'on accepte de se dire que chaque micro-mouvement d'une action est gigantesque. C'est vraiment le concept du colibri, en fait.
C'est vraiment, voilà, chacun à sa mesure, faisant quelque chose. Tu sais, c'est l'expression que j'adore. On dit comme si c'était un truc réducteur. Souvent, les gens disent, mais attends, mais tu sais, moi, je fais ce que je peux. Mais c'est énorme. Si on fait vraiment ce qu'on peut, c'est énorme. C'est magnifique de faire ce qu'on peut. Donc, faire ce qu'on peut, c'est déjà génial. Si seulement les gens faisaient ce qu'ils pouvaient, c'est magnifique. Ouais. Bah oui, c'est une action et c'est pas d'une action et c'est primordial de faire le premier pas, le peu. C'est déjà quelque chose que le rien. Et c'est ce que chacune fait dans son quotidien. Et là, ce qui est intéressant dans ce que vous évoquez toutes les deux d'histoires et de parcours différents, c'est que finalement, la place de la femme a toujours été compliquée depuis que vous êtes née. Vous avez toujours été dans des environnements où notre place était toujours on devait se battre pour l'avoir et souvent on voulait nous la reprendre au point que toi, Guillaume, tu as eu une mère qui t'a dit j'aurais aimé avoir un garçon. Et pour moi, l'anecdote, elle aussi là, c'est que quand j'ai eu 2 garçons et quand je l'ai su que mon premier c'était un garçon, je me suis dit oups, moi j'aurais adoré avoir une fille. Moi, je voyais le côté sympa de la fille et après je me suis dit et si j'ai un garçon, j'aurais moins de problèmes. Et juste cette phrase, ça m'a fait mal. Et je pense aussi ce que je fais dans l'association, c'est de véhiculer le fait qu'on soit femme, homme, mère de garçon ou de fille, ou des deux, c'est à nous de faire changer les choses par l'éducation qu'on veut donner à nos enfants et par ce qu'on veut leur apprendre comme valeur de l'être humain. Et de ne pas laisser, tu le disais tout à l'heure très bien, Sarah, il se passe des choses à l'autre bout du monde. Oui, c'est à l'autre bout du monde, c'est pas chez nous, mais c'est inhumain. Point final. Donc, on relaie, on en parle, on laisse pas les choses sous silence, entre guillemets. Et je sais que c'est des sujets qui sont durs à porter, qui sont durs à entendre, mais malheureusement, c'est une réalité et je pense qu'il est préférable qu'on les entende, que ça nous fasse peur et qu'on se batte pour pas y arriver chez nous. Parce que c'est aussi le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que d'un côté, on se dit, oh là là, c'est loin, on peut pas aider tout le monde, on peut pas tout faire. Et on laisse faire des régimes comme le régime iranien partout dans le monde, mais c'est vrai que le régime iranien aujourd'hui est le pire, mais en laissant faire ce genre de régime, faut pas s'étonner d'avoir une immigration après, d'avoir des migrants qui arrivent parce que si on n'aide pas des populations qui essayent eux-mêmes de s'en sortir sur place, c'est agréable. L'exil n'est agréable pour personne. Tout le monde préférerait être dans son pays avec sa famille, ses amis, son environnement. Quand on est obligé de quitter ce pays, c'est pas agréable. Donc le fait d'être là, c'est pas un choix. C'est-à-dire que si on avait le choix, peut-être qu'on retournerait. Alors, je ne te dis pas après 40 ans, voilà, mais le migrant qui arrive, s'il pouvait faire autrement, il ferait autrement. Donc, on ne peut pas à la fois dire là-bas, on ne fait rien et oh là là, qu'est-ce qu'on va faire de ces migrants? Il y a un moment où il faut faire un truc pour un des deux, quoi. C'est sûr que tout le monde est lié dans ce monde de la mondialisation. Au final, on est encore plus lié que par le passé. On avait projeté l'année dernière, en novembre, avec l'association, le film de Flore Vasseur, Bigger Thanos, qui mettait en avant c'est des jeunes activistes. Et donc, c'était beau de voir un peu comme on le voit aujourd'hui, la révolution iranienne avec ces femmes et ces jeunes, que voilà, c'est cette jeunesse aussi en train de dire stop à beaucoup de choses et à beaucoup de choses que nous, on voit en fermant les yeux ou en passant, quoi. Et ce film, moi, je sais qu'il m'a bouleversée. Et j'ai eu la chance d'en parler avec Flore Vasseur. Et on a voulu aussi, avec l'association, montrer à un plus grand nombre et même de lui donner aussi la parole, comme on le fait aujourd'hui avec toi, Sarah, et puis Guillaume. Et donc, c'est juste ça. C'est se rendre compte que tout est possible à partir du moment où on ose, en tout cas, ne pas se cacher derrière quelque chose qui nous touche. Et je pense que vous deux, vous avez pris des sujets qui vous tenaient à cœur et vous en avez fait finalement des métiers, vous avez trouvé des métiers qui pouvaient permettre de véhiculer qui vous êtes, vos passions, vos envies de partager des histoires. Et compte que ma vraie passion c'était de chanter et que j'avais vraiment envie de faire ça, de tenter l'aventure et de sortir un album. Donc je suis en train concrètement là aujourd'hui, hier et demain d'enregistrer mon premier album après avoir sorti mon premier EP là il y a quelques mois, qui s'appelle Pali Pali, qui contient 5 chansons dont je suis très fière.
Et voilà, et là, je suis en train d'enregistrer l'album, donc ça va sortir et je suis très contente de ça. Je fais des concerts et ça m'emplit de joie. C'est un grand bonheur de chanter et de chanter sur scène. Raymond est à la chanson un petit peu plus mélancolique, je pense, de mon EP. C'est une chanson, effectivement, un peu moins lumineuse peut-être que les autres, mais en tout cas qui parle oui, du temps qui passe et du fait que ça, c'est un peu mon grand thème. Hein. J'en parle à la fois dans la chanson Vivante, mais aussi donc, dans cette chanson Sans Rémo. C'est, voilà. Même quand je regarde en arrière, je me dis déjà, ah, mais tu n'auras plus jamais 20 ans. Voilà, je me dis, oh là là, ça passe tellement vite en fait. Donc, il y a une nostalgie dans le fait de ne plus avoir 20 ans. Non, c'est pas de la nostalgie, mais c'est juste de me dire, ah ouais, ça c'est passé, ça reviendra pas. Donc, c'est plutôt de me dire, bah, il faut vite se dépêcher parce que ça passe vite. C'est surtout ça. Donc, voilà, d'où Pali Pali. D'où Pali Pali, exactement. Donc, on notera que Pali Pali veut dire vite vite et comme ça servira aux mamans le matin pour dire aux enfants Pali Pali. Exactement. C'est vraiment une expression que les Coréens adorent. Tous ceux qui regardent les K-dramas ou qui écoutent de la musique coréenne, je pense l'entendent parce que c'est l'expression favorite des Coréens qui sont des gens extrêmement pressés. D'accord. Ouais. Donc, c'est aussi cette culture du temps qui passe où tu as voulu le véhiculer aussi dans ta musique parce que c'est culturel coréen, finalement, cette leçon de course. Peut-être, ouais. Non, mais eux, ils ne sont pas dans l'urgence de vivre, ils sont juste dans l'urgence tout court, en fait. Hein. Ok. Et donc, par contre, tout à l'heure, tu parlais de ta mère comment ta mère vit le fait qu'aujourd'hui tu sois une chanteuse? Parce que si j'ai bien lu, ta mère est chanteuse d'opéra. Oui, ma mère est chanteuse d'opéra, donc elle n'a pas trop commenté le fait que je chantais, parce que je pense qu'elle ne voulait pas me vexer. Je pense qu'elle en fait, elle est dans la musique classique, donc la pop, ça ne lui parle pas véritablement, mais enfin, bon, une fois que la première pilule quand j'ai quitté mon cabinet d'avocat est passée, je crois que maintenant, elle n'est plus à ça près, quoi. Mais ça doit l'émouvoir quelque part quand même. Violon a été beaucoup dans la difficulté, en tout cas dans les cours, dans le travail, dans les répétitions, dans les gammes, et voilà. Alors que le piano était vraiment l'instrument de la liberté, c'est-à-dire que je n'avais pas vraiment le droit de jouer du piano parce que ce n'était pas l'instrument que j'étais censée travailler. Donc j'en jouais quand ma mère n'était pas à la maison, et donc j'en joue à un niveau assez faible, mais avec beaucoup de plaisir. Voilà. Oui, parce que Kiyun, en fait, c'est aussi très touchant parce que tu vois, tu disais, oui, mais moi, voilà, c'est mon histoire, c'est lié à mon histoire, mais en fait, quand c'est lié à ton histoire, c'est lié à l'histoire de plein d'autres personnes. Et en fait, peu importe, en fait, les origines. Moi, quand j'ai fait le spectacle Je change de fil, je racontais comment on arrive dans un pays, voilà, où on apprend la langue, etc. Mais c'est arrivé à des millions de personnes. Donc, le fait de se dire, je pars d'une histoire personnelle, mais qu'en fait, tu vois que ça touche plein de gens de nationalités différentes, d'origines différentes. Je trouve que c'est magnifique que chacun, voilà, fasse avec ses moyens ce qu'il peut pour faire bouger un peu le monde. Et justement, en parlant de vos histoires, vous vous êtes retrouvées, alors pour le coup, c'est pas la même photo, je pense, mais vous vous êtes retrouvées toutes les deux sur des... Alors toi, je crois, Sarah, si je ne dis pas de bêtises, c'est au musée d'immigration où il y a un parcours, où il y a eu un parcours à un moment sur ton histoire. Oui, la galerie des dons. D'accord. Et donc, comment est arrivée cette histoire? Parce que de te donner cette opportunité où c'est eux, comment t'en arrives à là, quoi? Comment ça s'est passé? Bah, c'est eux, en fait, le musée de l'immigration avait demandé à quelques personnes un peu avec une petite notoriété, à des artistes, à des journalistes, de donner un objet lié à leur histoire d'exil. Donc, ça s'appelle la Galerie des dons. Et donc, donner un objet et puis écrire un texte pour expliquer. Et donc, j'avais donné ma thé d'oreiller avec le parfum de ma mère, puisque ma mère n'était pas là, elle était à Téhéran. Et en fait, je trouvais que c'était hyper malin de ma part. C'est que je prenais, elle venait peut-être 1 ou 2 fois par an simplement nous voir. Et donc, je prenais son parfum, je le mettais sur ma tête d'oreiller et personne n'avait le droit de laver la tête d'oreiller jusqu'à ce que ma mère revienne. Et en fait, le fait d'avoir gardé dans ma tête d'oreiller le parfum de ma mère, j'avais l'impression que les gens ne voyaient pas que c'était un tour de magie extraordinaire et que c'était une façon de retenir ma mère
que j'avais trouvé un moyen miraculeux de rester avec elle et que je reste avec elle. Donc, j'ai écrit ce texte, j'ai donné le parfum de ma mère et la tête d'oreiller, qui est maintenant peut-être dans les archives de la Galerie des Dons, peut-être plus exposée, mais voilà, elle y est. C'est comme ça que ça s'est retrouvé là. Très belle histoire. Et toi, Kiyun, tu te retrouves, raconte-nous l'aventure Armani, où tu te retrouves dans une campagne, le courage de dire si, en lien bien sûr à leur parfum. Donc, raconte-nous cette aventure où tu te trouves avec d'autres femmes à incarner le courage, je crois. Bon, en tout cas, c'était oui sur des femmes qui avaient dit oui à la vie. Voilà. Et donc, comme l'équipe de Armani avait considéré que le fait que j'abandonne le métier d'avocat pour devenir humoriste, c'était une façon de dire oui à la vie. Bah, donc voilà, j'ai été contactée. Ça m'a fait évidemment très plaisir. J'ai eu la chance de rencontrer Cate Blanchett, ce qui est quand même un truc assez phénoménal. Moi, j'adore ça. Ah ouais. C'était assez dingue. Elle est incroyable, cette femme. Hein. Si elle arrive, elle a une voix comme ça, elle remplit toute la salle. Elle est toute menue, toute mince et tout. Mais alors, elle est quel charisme. Écoutez, voilà, c'était une... Ouais. Et donc, voilà. Donc, vous avez, de manière différente, mais en tout cas, participé à montrer la vie, le courage, vos histoires, à faire donner un sens à des nouvelles générations. Aux Lumidaceuses, Kiyun et Sarah, vous êtes prêtés au jeu de Lumidaceusement Connectés. Je suis ravie. On va terminer par 2 questions. Donc, la première, et je pense que ça va vous marquer aussi, c'est que le Covid a été, quand on parle de Lumidacieusement Connectés, peut-être l'événement qui nous a le plus connectés. Quel que soit le lieu dans lequel on l'a vécu et les circonstances, on a vécu le même un peu arrêt du monde. Donc, comment vous avez vécu cette période ou qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui en ressort peut-être de l'après-Covid, si on ne veut pas être trop intrusif, mais voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette période qui restera à jamais marquée dans toutes les histoires finalement? Moi, j'ai adoré, je trouvais que c'était une période extraordinaire parce que le fait d'être autorisé à ne rien faire, à simplement réfléchir, à contempler, à regarder un peu plus, à regarder à l'intérieur de soi, prendre ce temps-là, ça m'a fait un bien fou et ça m'a permis de réfléchir justement à plein d'autres moyens de dire les choses. Donc, la photo, les podcasts, ça a commencé dans cette période du Covid où j'ai monté la boîte de prod, où je me suis dit vraiment, je vais utiliser ce que j'ai appris à faire à Télématin et en télé, c'est-à-dire faire des reportages, des interviews et de faire ce que j'ai appris à faire avec des équipes télé. Je vais mettre ce savoir-faire au service des entreprises et des institutions. Donc maintenant, je fais aussi du média training et des reportages et des interviews et des portraits avec les équipes télé, mais pour les entreprises. Et donc, ça, c'est vraiment tout ça est né pendant la période Covid. Je pense que j'aurais pas eu une seconde pour réfléchir à d'autres choses s'il n'y avait pas cette période-là. Oui, alors écoute, la réponse est assez simple. C'est que moi, pendant le confinement, j'ai eu un enfant. Je suis tombée enceinte. Et j'ai été enceinte pendant tout le confinement. Donc, du coup, c'est associé à un très bon souvenir puisque j'avais aucun stress, aucun FOMO. Je pouvais rester allongée, manger des glaces toute la journée en me sentant parfaitement le droit de le faire. Donc, j'étais contente. Pourquoi Marie de le lire? Ah ben voilà. Ah ben voilà, il se rappelle des glaces. La dernière question que j'ai pour vous deux, c'est l'umidacieuse. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Donc, peut-être, vous avez le choix de la langue, le choix de l'expression, le choix du mot. Je vous écoute. Non, mais parce qu'on entend lumière et on entend audacieuse et on entend aussi, j'entends aussi que aujourd'hui, pour avoir accès à cette lumière et partager cette lumière-là avec un public plus large, ça demande de l'audace. Et en fait, l'audace, c'est la moindre des choses qu'on puisse, qu'on puisse avoir. C'est, je trouve, un cran en dessous du courage. Le courage, c'est quand on est obligé, quand on n'a pas le choix.
L'audace, on a le choix. Et quand on a le choix, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de faire des choses. Il ne faut pas avoir peur de mettre justement la lumière, des coups de projecteur sur des sujets qui nous tiennent à cœur et qui touchent, qui touchent le monde, parce que chacun à son modeste niveau est capable de changer les choses. Et je pense que dès lors qu'on peut avoir cette audace-là, ça devient un devoir. Écoute, moi, j'aime beaucoup ce nom que tu as dû créer. J'aime beaucoup parce que lumineuse, comme je te disais, moi, c'est tout à fait ma vision des choses. J'aime tout ce qui est associé à la lumière. Même mes parents m'ont donné un prénom qui veut dire le fondement de ce qui brille et de ce qui rayonne. Tu vois, donc, c'était fait pour moi. Et audacieuse, j'aime beaucoup parce que je suis d'accord avec Sarah, c'est peut-être un petit peu plus faible que le courage, mais ce que j'aime dans l'audace, justement, c'est qu'on n'y est pas obligé et donc quelque part, ça demande d'assumer en fait ce choix. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé, on le fait quand même. Je trouve que quelque part, il y a un geste, il y a un panache qui est assez méritant et je pense que c'est une qualité en plus qu'on encourage beaucoup chez les garçons et pas du tout chez les filles, puisque quand on leur dit d'être sage, c'est un peu le contraire d'être audacieux. Et donc, je trouve que c'est très beau de mettre en avant cette qualité qu'est le fait d'être audacieux et audacieuse. Donc, bravo, c'est très bien trouvé. Merci. Donc, ça t'évoque en fait ça, quoi. Donc, je te remercie. Et c'est vrai que pour nous, c'était le point important qu'on voulait véhiculer. C'est après mettre en lumière, c'est bien, mais il faut avoir l'audace aussi d'être mise en lumière, l'audace d'incarner des lumières, l'audace de porter les autres lumières et de faire des étincelles ensemble. Et donc, c'est quand même un cheminement. Pas non plus mal. Et je pense que tu as vécu un moment lumidacieux avec Cate Blanchett, comme tu le disais tout à l'heure, où finalement, sa lumière, qui est pour le coup sûrement un peu plus forte que l'autre, a participé aussi à faire quelque chose de beau avec toi et d'embarquer tout le monde dans cette aventure et tout. Donc, c'est ce que j'appelle lumidacieux. Et lumidacieusement connecté, c'est ces connexions qui font qu'on fait des choses différentes ou plus fortes ensemble. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabine. Merci de votre patience. Merci d'avoir accueilli mon fils lors de cette rencontre. Et à très bientôt. C'était vraiment super. Merci. Merci. Ciao les amis, à très vite. C'est mon mot de la fin. Ensemble, soyons aussi lumineux qu'un phare. Donc, lumidacieusement connecté, c'est fini. Merci à nos invités.